Le 20 juillet 1973, le monde entier a perdu Bruce Lee brutalement. Il n'avait que 32 ans au sommet absolu de sa gloire internationale. Un homme qui semblait totalement indestructible aux yeux de millions. Mais son effondrement soudain dans l'appartement hongkongais de l'actrice Betty Ting Pei a tout changé radicalement. Du jour au lendemain, elle est passée d'étoile montante prometteuse à femme la plus détestée d'Asie, accusée injustement de la mort d'une légende vivante. Pendant un demi-siècle entier, elle est restée silencieuse, enfermée douloureusement dans l'ombre épaisse du soupçon public. Aujourd'hui, à 77 ans, elle a enfin parlé courageusement et ce qu'elle a révélé sur cette nuit fatidique a forcé le monde à reconsidérer profondément tout ce qu'il croyait savoir sur Vie de l'ombre. L'ascension fulgurante de Betty Ting Pei dans le cinéma asiatique. Avant que son nom ne soit à jamais tragiquement lié à une tragédie mondiale, Betty Ting Pei s'était déjà construit une vie remarquablement réussie par elle-même dans l'industrie. Née Tang Mei Li le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, elle grandit confortablement dans une famille riche et respectée socialement. Son père était médecin renommé et son éducation fut stricte et profondément traditionnelle selon les coutumes. Sa famille attendait fermement d'elle qu'elle suive une carrière stable et honorable, loin du chaos imprévisible de l'industrie du divertissement asiatique. Mais Betty nourrissait secrètement d'autres ambitions artistiques bien différentes. Dès son plus jeune âge impressionnable, elle fut naturellement attirée par le glamour éblouissant de l'écran argenté, fascinée intensément par l'idée de devenir actrice dans une Asie en pleine mutation culturelle. En 1967, à seulement 20 ans, elle signa avec Shaw Brothers Studio, alors la société cinématographique la plus puissante de Hong Kong. C'était véritablement l'âge d'or du cinéma en mandarin et le studio produisait industriellement des dizaines de films chaque année calendaire. Betty devint rapidement connue pour sa beauté frappante et son magnétisme naturel à l'écran, souvent choisie pour incarner des rôles de séductrice mystérieuse qui exploitaient habilement son image de femme fatale irrésistible. À la fin des années 60 et au début des années 70, son visage reconnaissable était placardé sur les affiches de films à travers Hong Kong, aussi bien dans des drames romantiques que dans des films d'arts martiaux populaires. Mais la célébrité grandissante s'accompagnait malheureusement de stéréotypes limitants et réducteurs. Bien qu'elle fût véritablement ambitieuse et capable d'une grande variété de performances dramatiques, l'industrie conservatrice l'enfermait souvent dans des rôles de tentatrice ou de femme dangereuse et mystérieuse. Le public commença progressivement à associer sa personnalité réelle aux personnages stéréotypés qu'elle incarnait régulièrement. Cette image publique, qu'elle soit vraie ou totalement fabriquée, allait plus tard la hanter terriblement d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans ses pires cauchemars. Au début des années 70, la carrière cinématographique de Betty était véritablement florissante et prometteuse. Elle était sous contrat lucratif avec Golden Harvest, le studio rival direct de Shaw Brothers, dirigé par Raymond Shaw. Golden Harvest venait justement de découvrir un jeune acteur qui transformait à jamais le cinéma d'arts martiaux mondial, Bruce Lee. Par l'intermédiaire de Shaw, Betty croisa le chemin de Bruce et plus rien ne serait jamais pareil après. À ce moment précis, Bruce Lee n'était pas encore l'icône mondiale qu'il deviendrait après Enter the Dragon, mais à Hong Kong, il était déjà une superstar adulée. Ses films The Big Boss et Fist of Fury avaient complètement pulvérisé les records du box-office et son charisme magnétique en avait fait un nom familier universel. Lorsque Betty fut présentée à lui en 1972 lors d'un dîner avec Raymond Shaw et l'épouse de Bruce, Linda, elle le considéra simplement comme un autre collègue talentueux du même milieu professionnel. Elle ne pouvait absolument pas savoir que dans l'année qui suivrait dramatiquement, leur nom serait à jamais lié à un scandale retentissant, au chagrin collectif et à des questions sans réponse troublantes. Bruce Lee au sommet et sa relation complexe avec Betty Ting Pei révélée. En 1973, Bruce Lee était devenu bien plus qu'une simple star de cinéma asiatique. Il était un phénomène culturel international, un homme qui transformait radicalement la manière dont le monde entier percevait les arts martiaux et redéfinissait complètement ce que les acteurs asiatiques pouvaient accomplir au cinéma occidental. Avec The Big Boss et Fist of Fury, il avait déjà largement prouvé sa puissance commerciale au box-office Hong Kong. Son propre projet de mise en scène ambitieux, The Way of the Dragon, qui présenta au public son inoubliable duel avec Chuck Norris, cimenta définitivement sa légende et en 1973, il tournait Enter the Dragon, son premier grand film soutenu par Hollywood qui devait le propulser au rang de superstar mondial incontesté. Mais derrière ces triomphes publics éclatants, des fissures inquiétantes apparaissaient progressivement dans sa santé. Bruce se poussait constamment jusqu'à la limite absolue de ses capacités physiques.
Connu pour sa discipline obsessionnelle légendaire, il s'entraînait sans relâche quotidiennement, parfois en ne prenant qu'un seul repas par jour pour conserver rigoureusement sa silhouette sculptée. Il expérimentait dangereusement avec des compléments alimentaires, des analgésiques puissants et des diurétiques, toujours en quête d'un avantage supplémentaire sur lui-même. Ses proches remarquaient avec inquiétude qu'il était souvent épuisé physiquement, se plaignant régulièrement de violents maux de tête et de crises inexpliquées. En mai 1973, seulement 2 mois avant sa mort tragique, il s'effondra soudainement en doublant des dialogues pour hanter The Dragon et fut conduit d'urgence à l'hôpital sous haute surveillance. Les médecins découvrirent un édème cérébral dangereux, mais Bruce écarta négligemment le problème et insista obstinément pour continuer à travailler sans interruption. Pour les fans admiratifs, il incarnait la force invincible, mais en privé, sa santé était bien plus fragile qu'on ne l'imaginait réellement. C'est durant cette période turbulente que la relation de Bruce avec Betty Ting Pei se développa intensément. Betty révéla plus tard franchement que c'était Bruce qui l'avait activement courtisé avec détermination. Elle déclara franchement et sans détour, tout le monde l'aimait passionnément. Si je n'avais rien ressenti, cela aurait été véritablement étrange et suspect. Il a vu quelque chose de bon en moi que les autres ne voient pas clairement. Leur relation n'était pas seulement physique superficielle, affirma-t-elle avec conviction, mais profondément émotionnelle et authentique sur le plan humain. Pour ceux qui les entouraient professionnellement, Betty devint connue sous le surnom affectueux de Petite Dame Dragon, née de sa présence constante aux côtés de Bruce pendant les tournages. Elle choisissait personnellement ses vêtements, l'accompagnait fidèlement à des rendez-vous avec Raymond Shaw et l'emmenait même se faire couper les cheveux pendant les tournages exigeants. Les spéculations médiatiques sur leur relation n'ont jamais cessé de circuler intensément. Certains y ont vu une liaison adultère scandaleuse, accusant Betty d'avoir brisé un foyer familial stable. D'autres ont suggéré que leur lien était plus complexe émotionnellement, moins une trahison qu'une recherche, de la part de Bruce épuisé d'un lieu où il pouvait enfin baisser la garde et être vulnérable. Betty elle-même le décrivit comme un homme écrasé par une pression insupportable de toutes parts. Hollywood exigeant, Hong Kong possessif, sa famille, ses fans obsessionnels. Avec elle, il pouvait simplement être Bruce et non l'icône intouchable que tous adoraient. Pourtant, leur relation resta entourée de secrets bien gardés et de non-dits. Bruce demeurait marié à Linda Lee, avec qui il avait 2 jeunes enfants, Brandon et Shannon. Betty fut souvent accusée de se cacher lâchement dans l'ombre du mariage d'une autre femme, mais elle insista plus tard fermement sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu remplacer Linda ni détruire activement leur famille unie. Elle avait simplement répondu à la poursuite persistante de Bruce, piégé dans une relation qui n'était jamais destinée à être publique ou reconnue officiellement. En 1973, Bruce était plus occupé que jamais professionnellement et personnellement. Il révisait des scénarios, préparait Game of Death et faisait activement la promotion de Hanter The Dragon internationalement. Les exigences étaient sans fin et les maux de tête revenaient avec une fréquence croissante et alarmante. Betty se souvenait qu'il tremblait parfois nerveusement, marchant nerveusement dans la pièce, murmurant au sujet du stress insupportable et de la peur grandissante. Elle ne le pressa jamais d'expliquer davantage un regret qui la hantrait pendant des décennies entières. En juillet, Bruce paraissait émacié et usé physiquement, l'ombre de l'homme qui avait autrefois incarné l'invincibilité absolue aux yeux du monde. Le dernier jour fatidique, 20 juillet 1973 détaillé. Le 20 juillet 1973 commença comme n'importe quel autre jour banal pour Bruce Lee. Mais à la tombée de la nuit, le monde serait à jamais bouleversé irrémédiablement. Il n'avait que 32 ans et se préparait activement à un avenir qui semblait sans limite aucune. Ce matin-là, il passa du temps à revoir les plans de son prochain grand projet ambitieux, Game of Death inachevé. Il avait déjà chorégraphié des scènes de combat et discuté avec Raymond Shaw, le patron de Golden Harvest du casting de stars internationales comme Georges Lazenby. La réunion prévue le soir même dans l'appartement de Betty Ting Pei ne devait être qu'une étape de plus vers la concrétisation de sa vision créative. Vers 17h, Bruce arriva chez Betty dans le quartier de Kowloon Tong à Hong Kong. Raymond Shaw l'accompagnait mais repartit plus tard pour s'occuper d'autres affaires et retrouver Lazenby comme prévu. Betty se souvint que Bruce paraissait mal en point dès le début de la soirée. Il semblait fatigué, agité et différent de son état habituel. Vers 19h, il commença à se plaindre d'un violent mal de tête persistant et douloureux. Betty lui offrit un comprimé d'équagésique, un antidouleur courant à Hong Kong qui combinait de l'aspirine et un relaxant musculaire puissant. Bruce en avait déjà pris sans problème auparavant. Il avala la pilule et alla s'allonger dans sa chambre pour se reposer avant le dîner prévu plus tard dans la soirée avec Shaw.
Au départ, Betty n'y prêta pas grande attention particulière car c'était habituel. Bruce s'était déjà évanoui auparavant, notamment en mai, 2 mois plus tôt, lorsqu'il s'était effondré à cause d'un édème cérébral dangereux. Ce jour-là, les médecins avaient réussi à le stabiliser et Bruce avait minimisé la gravité, mais cette fois-ci, c'était différent et inquiétant. Vers 20h30, Betty sentit que quelque chose n'allait vraiment pas du tout. Elle tenta de le réveiller, mais il ne réagissait absolument pas aux stimulations. La panique la saisit et elle appela immédiatement Raymond Shaw pour demander de l'aide. Shaw arriva vers 21h45 et trouva Bruce toujours inconscient et inerte dans le lit. Ensemble, ils tentèrent désespérément de le ranimer mais sans succès malgré leurs efforts. Shaw contacta le médecin personnel de Betty qui arriva vers 22h sur place. Le médecin essaya la réanimation et d'autres méthodes, mais l'état de Bruce ne s'améliora absolument pas du tout. Finalement, une ambulance fut appelée en dernier recours. Lorsqu'il fut conduit à l'hôpital Queen Elizabeth, il était déjà trop tard malheureusement. À 23h11, Bruce Lee fut déclaré mort à son arrivée aux urgences. Le rapport officiel indiqua que la cause du décès était un édème cérébral, la même condition qu'il avait déjà frappé des mois plus tôt dangereusement. L'explication donnée fut qu'il avait subi une réaction allergique aux comprimés d'équagésique administrés. Mais dès l'annonce de la nouvelle choquante, les questions fusèrent de partout intensément. Comment un homme en parfaite condition physique pouvait-il mourir d'un simple antidouleur banal? Pourquoi avait-il fallu autant de temps avant d'appeler une ambulance d'urgence? Et pourquoi se trouvait-il dans l'appartement de Betty Ting Pei plutôt qu'à son domicile auprès de sa femme légitime? Dans les heures qui suivirent sa mort tragique, le récit commença à changer mystérieusement. Raymond Shaw déclara d'abord à la presse que Bruce s'était effondré chez lui aux côtés de sa femme Linda calmement. Betty fut effacée de l'histoire officielle. Ce n'est que plus tard que les rapports de police confirmèrent la vérité troublante. Bruce Lee était mort dans le lit de Betty Ting Pei et nulle part ailleurs. Pour Betty, le cauchemar commençait seulement. À seulement 26 ans, elle se retrouva au cœur du plus grand scandale de l'histoire du cinéma asiatique entier. L'homme adoré par des millions était mort dans son appartement et le monde était prêt à faire peser la culpabilité sur ses épaules fragiles. La dissimulation, la fureur publique et les théories du complot incontrôlables. Les heures et les jours qui suivirent la mort de Bruce Lee furent chaotiques et dévastateurs. Le public avait perdu un héros, mais il cherchait aussi quelqu'un à accuser violemment. Lorsque la vérité éclata, révélant que Bruce était mort dans l'appartement de Betty Ting Pei, la jeune actrice devint instantanément la cible d'une tempête médiatique à laquelle elle n'aurait jamais pu se préparer mentalement. Au début, sous l'instruction de Raymond Shaw et semble-t-il à la demande de la famille de Bruce, Betty nia tout catégoriquement. Elle déclara aux médias que Bruce ne s'était pas effondré dans son appartement, que l'ambulance n'était pas venue de chez elle et qu'elle n'avait aucun lien romantique avec lui contrairement aux rumeurs. Shaw insista sur le fait que cela était nécessaire pour protéger l'image de Bruce, épargner son épouse Linda et leurs 2 enfants et éviter que le scandale ne détruise l'empire commercial de Golden Harvest financièrement. Betty, âgée de seulement 26 ans et submergée, sentit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Mais la vérité finit toujours par se frayer un chemin inexorablement. Lorsque les rapports de police confirmèrent que Bruce se trouvait bien dans son appartement, la presse se déchaîna avec une fureur impitoyable et destructrice. Betty fut étiquetée comme une tentatrice, une maîtresse, voire une meurtrière par les médias sensationnalistes. Certains l'accusèrent d'avoir empoisonné Bruce délibérément. D'autres affirmèrent qu'elle lui avait administré un aphrodisiaque connu sous le nom de mouche espagnole dangereuse. Les tabloïds s'emballèrent avec des titres suggérant qu'elle l'avait attiré dans un piège fatal prémédité. En une nuit, Betty Ting Pei passa de star de cinéma à ennemi public numéro 1. Les théories du complot se multiplièrent exponentiellement. Certains pointèrent du doigt les triades, les tristement célèbres syndicats criminels de Hong Kong, affirmant que Bruce s'était fait des ennemis en refusant de coopérer avec eux financièrement. D'autres pensaient qu'il avait été assassiné par des artistes martiaux jaloux ou par des figures puissantes craignant son influence grandissante mondiale. Une théorie plus mystique affirmait que la famille Lee était maudite génétiquement. Superstition renforcée 2 décennies plus tard lorsque le fils de Bruce Brandon fut tué dans un tragique accident sur le tournage de The Crow en 1993 mystérieusement. En réalité, les explications étaient bien moins sensationnelles et plus médicales. Bruce avait un passé marqué par des évanouissements et des signes de graves problèmes de santé dans les mois précédant sa mort subite. Pourtant, parce qu'il projetait une image d'invincibilité absolue,
Peu de personnes autour de lui osaient l'affronter au sujet de son état qui se détériorait progressivement. Betty rappela plus tard combien les gens avaient simplement peur de lui dire qu'il avait besoin d'aide médicale urgente, craignant sa colère ou son refus catégorique et obstiné. C'était un homme habitué à garder le contrôle total, quelqu'un qui prenait toujours ses propres décisions sans consulter autrui. Cependant, les dégâts causés à la réputation de Betty furent irréversibles et permanents. Les journalistes campaient devant chez elle jour et nuit. Les paparazzis la poursuivaient dans les rues sans relâche. Des fans lui crachaient dessus et l'insultaient violemment. Elle reçut des menaces de mort et certains producteurs refusèrent désormais de travailler avec elle, redoutant le scandale par association. Elle devint prisonnière de sa propre maison, coupée du monde extérieur. Les rôles qu'elle incarnait autrefois à l'écran, des femmes séductrices et dangereuses, devinrent soudain la personne que le monde crut réelle et authentique. La vie de Betty Ting Pei après la tragédie difficile. Silence, traumatisme et bouddhisme salvateur. Au lendemain du 20 juillet 1973, le monde de Betty Ting Pei s'effondra en même temps que celui de Bruce Lee tragiquement. Elle avait été une actrice montante avec une carrière prometteuse et brillante. Mais après cette nuit-là, elle ne fut plus jamais simplement Betty l'actrice. Elle devint la femme dans le lit de laquelle Bruce Lee est mort mystérieusement. Le poids de cette étiquette était écrasant et insupportable psychologiquement. Pendant des mois, elle put à peine sortir de chez elle. Les journalistes campaient devant sa maison, les voisins chuchotaient dans son dos et des fans en colère l'insultaient dans la rue violemment. Elle admit plus tard avoir dû fuir son propre domicile au milieu de la nuit simplement pour échapper à la foule de journalistes qui l'encerclaient constamment. À seulement 26 ans, Betty était devenue prisonnière de la haine publique généralisée. Le choc psychologique fut dévastateur et profond. Elle reçut d'innombrables menaces de mort et la pression constante la poussa au bord du gouffre mental. Elle révéla plus tard avoir développé une schizophrénie sévère, hantée par la paranoïa et la peur que quelqu'un ne tente de lui faire du mal physiquement. À son point le plus bas, elle confessa que la vie lui paraissait pire que la mort elle-même. Mais elle refusa de céder au désespoir suicidaire. Tout le monde voulait ma mort, se souvient-elle amèrement. Mais je me suis dit, pourquoi devrais-je mourir maintenant? Si je mourais, les gens penseraient que j'étais coupable, que je m'étais suicidé par honte. Mais je n'ai rien fait de mal. Je devais continuer à vivre coûte que coûte. En 1976, elle épousa Charles Eung, acteur hongkongais et magnate du divertissement dont la famille avait de solides liens avec le milieu du cinéma. De ce mariage naquit une fille, Candy, mais l'union ne dura pas longtemps. En 1980, le couple divorça officiellement. Malgré leur séparation, Candy resta proche de sa mère et Betty décrivit plus tard sa fille comme la plus grande source de réconfort et de chaleur dans sa vie difficile. Après le scandale, la carrière d'actrice de Betty s'éteignit presque complètement et définitivement. Les producteurs l'évitèrent, craignant d'être associés à la controverse persistante. Les rôles qui autrefois arrivaient facilement disparurent complètement et sa réputation ne se remit jamais vraiment. Elle se retira de la vie publique, n'apparaissant que rarement dans des films ou des événements médiatiques. Pendant des décennies, elle évita les interviews, refusant de confirmer ou de démentir les rumeurs qui avaient consumé sa vie entière. Pour le public, son silence paraissait suspect et coupable. Pour Betty, c'était la seule façon de survivre psychologiquement. C'est durant cette période douloureuse que Betty trouva une nouvelle voie dans le bouddhisme spirituel. Elle a toujours nié être devenue bouddhiste à cause de Bruce Lee directement. Elle expliqua que le tournant vint après la naissance de sa fille précieuse. En lisant les écritures bouddhistes, elle trouva le réconfort et l'illumination spirituelle recherchée. Elle adopta un mode de vie végétarien et se consacra à la pratique spirituelle quotidienne. Aujourd'hui, je suis sur une vaste route lisse, expliqua-t-elle sereinement. Quoi qu'il arrive, je n'ai plus peur de rien. Je peux aider les autres grâce aux connaissances bouddhistes que j'ai acquises au fil des années. Pour Betty, le bouddhisme fut une manière de faire face à la culpabilité, au traumatisme et à la solitude oppressante. Elle admit que même des décennies plus tard, elle vérifiait encore la nuit si sa fille respirait normalement, cicatrice persistante du traumatisme d'avoir vu Bruce Lee mourir dans son lit personnel. Pourtant, elle affirma que la mort de Bruce lui avait appris à apprécier la paix et la simplicité de l'existence. Dans des interviews ultérieures, elle déclara que Bruce avait eu la chance de mourir dans son sommeil, appelant cela la manière la plus paisible de partir définitivement. Dans les années 2000, Betty Ting Pei était largement invisible au public asiatique. Elle n'apparaissait que rarement en dehors des événements caritatifs bouddhistes et vivait discrètement à Hong Kong avec Candy en retrait. Mais les questions ne cessèrent jamais de circuler.
Les rumeurs la poursuivaient où qu'elle aille et pendant des décennies, elle refusa d'y répondre publiquement jusqu'à ce qu'enfin, plus de 50 ans plus tard, elle décide de briser son silence sur Vie de l'ombre. La confession après 50 ans, la vérité choquante et de nouvelles perspectives troublantes. Pendant un demi-siècle entier, Betty Ting Pei a vécu sous un nuage de soupçons permanents. Elle fut accusée, moquée et vilipendée sans jamais donner au monde un récit complet de ce qui s'était passé la nuit où Bruce Lee est mort tragiquement. Puis, plus de 50 ans plus tard, elle a finalement pris la parole pour raconter sa version de l'histoire véridique. Lors d'une rare apparition dans l'émission Tilly Tells the Truth de TVB, Betty parla ouvertement de sa relation avec Bruce et des événements du 20 juillet 1973 détaillés. Pour la première fois, elle confirma ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps sans preuve. Elle et Bruce étaient amants passionnés. Il était incroyablement charmant, admit-elle franchement. Le monde entier l'aimait. Ne serait-il pas étrange que moi non je ne l'aime pas? Il m'aimait et pensait que nous étions destinés à être ensemble éternellement. Elle expliqua que c'était Bruce qui l'avait courtisée activement, pas l'inverse, et que leur relation reposait sur le respect mutuel et une véritable connexion émotionnelle profonde et sincère. Betty décrivit aussi les heures qui précédèrent sa mort soudaine avec précision. Elle se souvint que Bruce arriva chez elle vers 17h et paraissait déjà souffrant et épuisé. Vers 19h, il se plaignit d'un mal de tête violent, prit un comprimé d'équagésique qu'elle lui donna avec de l'eau, et alla se reposer dans sa chambre calmement. Lorsqu'il ne se réveilla pas, elle appela Raymond Shaw qui lui demanda d'attendre son arrivée avant d'appeler à l'aide médicale. Elle admit avoir paniqué, ne sachant que faire, mais souligna que Bruce avait pris ce même médicament de nombreuses fois auparavant sans problème aucun. Honnêtement, même si le médicament en était la cause, qu'aurais-je pu faire concrètement? Je n'ai pas inventé ce produit pharmaceutique, dit-elle défensivement. Le plus choquant fut peut-être son aveu concernant la dissimulation orchestrée. Elle confirma que Shaw lui avait demandé de nier que Bruce était mort chez elle en insistant sur le fait que c'était ce que voulait la famille de Bruce pour protéger leur image. Que devais-je faire aller contre tous? Demanda-t-elle rhétoriquement. J'ai respecté leurs souhaits loyalement. Pendant des décennies, elle porta le fardeau de ce mensonge vilipendé par le public pour avoir caché la vérité alors qu'elle protégeait les autres en réalité. Des experts médicaux interrogés dans l'émission réexaminèrent les circonstances de la mort de Bruce avec les connaissances modernes actuelles. Certains rappelèrent que Bruce s'était déjà évanoui et présentait des symptômes compatibles avec l'épilepsie non diagnostiquée. D'autres affirmèrent que son édème cérébral pouvait avoir été une affection rare sans lien avec les médicaments administrés. Une théorie suggéra même un rôle génétique puisque le père et le frère de Bruce étaient eux aussi morts soudainement en se reposant mystérieusement. Ces perspectives dessinaient une autre image médicale. Bruce Lee aurait pu souffrir d'une maladie chronique non diagnostiquée aggravée par l'épuisement et la pression qu'il s'imposait constamment sans relâche. Pour Betty, parler à 77 ans relevait moins de la défense que du besoin de tourner la page finalement. Elle admit avoir vécu avec ce traumatisme chaque jour, vérifiant la nuit si sa fille respirait encore, hantée par le souvenir des dernières heures de Bruce dans son appartement. Ce n'était pas ma volonté personnelle. Ce n'était pas sa volonté. C'était la volonté du ciel inévitable, déclara-t-elle philosophiquement. Sa confession divisa l'opinion publique profondément. Certains éprouvèrent de la sympathie, reconnaissant ses décennies de souffrance silencieuse et admettant qu'elle fut elle aussi victime de cette nuit-là tragiquement. D'autres restèrent sceptiques, l'accusant de chercher l'attention après tant d'années de silence. Mais quelle que soit la réaction, ces paroles forcèrent le monde à reconsidérer l'histoire qu'on lui avait racontée depuis plus d'un demi-siècle entier. La mort de Bruce Lee reste l'une des grandes tragédies du cinéma mondial. Un jeune homme à son apogée partit trop tôt cruellement. Mais la confession de Betty Ting Pei révéla quelque chose de plus profond humainement. Derrière la légende se cachait un homme soumis à une pression immense et derrière le scandale, une femme portant un secret que personne ne voulait entendre vraiment. Pendant 50 ans, Betty Ting Pei a vécu dans le silence forcé et l'ombre. Aujourd'hui, sa voix a rouvert l'un des plus grands mystères de Hong Kong et d'Hollywood définitivement. Croyez-vous que sa confession révèle enfin la vérité sur la mort de Bruce Lee? Ou pensez-vous que le mystère reste irrésolu éternellement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires du côté caché de l'histoire sur Vie de l'ombre.